Un petit mot avant de lancer l'épisode pour vous rappeler que cette émission est entièrement financée par ses auditeurs. Vous le savez, sur patreon.com/rdvtech, vous pouvez choisir de financer l'émission avec le montant et pendant la durée que vous le souhaitez. Toutes les clés sont dans vos mains, vous choisissez de le faire ou non, et comme vous le voulez. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Arthur Dozias, Arthur Guèze, Olivier Bouvet, Damien Fournant, Nassir Kader et Vincent Grenier. Merci à vous tous de soutenir le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler du futur imaginé par Microsoft avec sa Surface Andromeda. Bon, c'est une rumeur, mais on va en parler quand même. On va vous parler aussi de Amazon qui va bientôt être dans vos pharmacies. On va vous parler d'Apple Maps, mes impressions sur l'Amazon Echo justement. Et de tout plein d'autres choses. Je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Kainborg et Corben, qui sont, si je comprends bien, tous les deux ensemble, à côté l'un de l'autre, genre tout près. Absolument, on est blottis l'un contre l'autre, c'est ça, tendrement, ouais. Pour présenter l'émission avec toi, Patrick. On mettra une photo sur nos comptes Instagram. Ah oui, vous pouvez voir d'ailleurs, il y a nos stories Instagram, vous pouvez voir où on est. Très bien, donc, très bien. Corben00 et Jérôme Kainborg. En plus, je vous ai fait éteindre le ventilateur pour qu'on n'ait pas trop de parasites. Du coup, ça va commencer à devenir un petit peu, il y a un petit peu de sueur, ça va devenir luisant. Ça sent le fennec, là. Ça sent déjà le fennec. Ça va sentir le routier du mois d'août. ouais. Bon, moi, je prenais plutôt l'approche sexy, mais je vois que vous, en même temps, ça peut plaire aussi. Ce type on est encore dans un environnement très chantier, dans mon atelier. D'accord. Ouais, c'est pas encore installé. Bon, très bien. Écoutez, on va voir comment ça évolue au cours de l'émission, mais on va se lancer immédiatement avec cette rumeur d'une nouvelle machine développée par Microsoft. Alors, c'est une rumeur qui est fiable, donc la machine est effectivement en train d'être développée a priori. Par contre, ce qui est pas sûr, c'est est-ce qu'elle va sortir un jour, parce que c'est un prototype d'étude. Mais c'est assez intéressant et puis ça nous ouvre d'autres questions. Donc je me suis dit qu'on allait quand même en parler, même si on n'a pas l'habitude de commenter dans la première partie de l'émission des choses qui sont pas certaines. Mais donc là, le projet en question, c'est une nouvelle surface, un nouvel appareil Surface dont le nom de code est Andromeda et qui est un petit peu une résurrection de leur concept courrier dont vous vous souviendrez peut-être d'il y a quelques années. Et donc, c'est un concept qui serait un appareil pliable, comme on en avait déjà évoqué ici et là, un appareil pliable qui aurait un écran qui va de l'avant à l'arrière, qui passe par la partie qui se plie, comment ça s'appelle? The hinge, le truc, voilà. La charnière. La charnière, merci beaucoup Corben, on voit que tu connais les histoires de mécanique. Donc, qui couvre la charnière, et quand on déplie l'appareil, ça ferait un écran beaucoup plus grand, qui serait un écran de petite tablette, on va dire, quelque chose comme ça. Alors, on a différents rapports de gens assez sérieux qui en parlent, et on a même des concepts qui ont été faits en fonction des brevets qui ont été déposés par Microsoft, donc ça reste de l'estimation un petit peu aléatoire, mais on peut quand même imaginer ce que pourrait être le concept de ce truc. Ça sortirait pas cette année et sans doute pas l'année prochaine non plus, si ça sort un jour. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce type de produit ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que ça a un avantage ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Jérôme, moi, je sais que tu travailles... Ouais, vas-y, Corbin. Non, moi, ça me fait penser un peu à, tu sais, la Game Boy avec les deux écrans. La DS, oui, ou la 3DS, tout à fait. Oui, c'est ça, la Game Boy. Moi, je parle comme un ancien, mais... Je dis que ça passe à l'extérieur, mais en fait, selon les concepts, l'écran est à l'intérieur. Ce qui, du coup, moi, me fait me poser une première question. Ça veut dire qu'il faut l'ouvrir pour l'utiliser, mais en même temps, j'ai l'impression avec les concepts qu'on peut le plier dans les deux sens.
Donc on aurait le choix. On pourrait l'avoir soit avec l'écran des deux côtés, soit avec l'écran à l'intérieur. Ouais, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à la 3DS ou à la DS, avec un écran qui va carrément de bord à bord, quasiment. Il y a un petit stylet qui vient avec aussi. Jérôme, toi, je sais que tu lamentais l'abandon du courrier. Du courrier, ah oui, le courrier fait partie des grands disparus que je pleure encore, comme Google Waves et le courrier. Mais c'est le retour du pion, en fait. Moi, ça aussi, je regarde. Je pense qu'il y a vraiment un marché pour ce type de produit. Moi, ça me fait penser au fait à ce que Samsung fait avec le Note et l'évolution du Note. Je pense qu'il y a un marché pour un outil professionnel ultra mobile qui, on s'en fout que ça fasse téléphone, parce que à la limite, c'est juste pour faire du message de l'internet en mobilité, un peu de bureautique, de la bureautique légère, et surtout, voilà, je pense aux professions commerciales ou toutes les professions qui ont besoin de rester connectées, en fait, à des bases de données ou avec leur bureau, pour qui un iPad, une grande tablette, on va dire, est un objet trop encombrant, mais qui ont besoin, on va dire, d'un ordinateur ultra mobile de poche. Et je pense que le marché est mûr pour ça. C'est presque un troisième objet. Ça veut pas dire là où Microsoft peut être malin, c'est qu'en fait ils reviennent dans le téléphone, dans le smartphone, sans faire un smartphone. C'est-à-dire ils font un smart sans le phone. C'est-à-dire que tu penses que ça pourrait être un objet qui serait, tu dis un troisième objet, en fait ça remplacerait un petit peu une tablette, mais ça viendrait en plus du téléphone. Oui, ou même en plus de la tablette. C'est-à-dire que tu utiliserais la tablette quand tu es à un bureau, même s'il n'est pas chez toi, mais voilà, pour vraiment saisir du texte. Cet objet, tu t'en servirais vraiment en ultra-mobilité quand t'es assis à l'arrière de ton VTC ou en train d'attendre un train, mais que tu veux pas sortir la tablette. Mais et à côté, tu aurais ton téléphone, ton smartphone pour d'autres usages, quoi. Moi, enfin, pour moi, c'est une tablette, sauf qu'elle est coupée en deux. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on pourrait la relever, je pense, pour avoir une partie clavier sur le bas de la tablette et puis écran sur l'autre partie. Ah ouais, mais c'est petit. J'ai pas vu la taille, en fait. J'arrive pas à m'en rendre compte. Ouais, mais alors, mes souvenirs. Alors là, on est en train de faire de l'archéologie, mais moi, je me souviens le Pion. Le Pion, justement, avec son petit clavier. Ouais. Et il y avait eu d'autres trucs, tu sais, pour prendre des messages. Et en fait, c'est assez pratique d'avoir un clavier et un écran qui se remonte même à deux mains, même en mobilité debout. Ouais, ouais. T'es pas obligé de poser sur une table. Tout dépend. Il faut pas qu'il fasse un produit trop grand. Sinon, c'est pour ça que moi, je le vois plus comme un espèce de smartphone avec deux écrans qu'une mini tablette en fait. Tu évoquais le Galaxy Note, il y a le 9e, enfin le Galaxy Note 9 qui va être présenté dans quelques semaines, enfin dans un peu plus d'un mois, le 9 août à New York. Il y a d'ailleurs eu une preview qui a même pas leaké, qui a été publiée par erreur, qui nous a révélé tous les détails de l'appareil, qui sont on est un petit peu dans la même configuration qu'avec tous les téléphones depuis quelques années, c'est-à-dire là encore une petite évolution de l'appareil avec quand même un raffinement de ce qui existe déjà, donc rien d'incroyable qui soit qui saute aux yeux. Ce qui m'amène à poser du coup la question à laquelle essaye de répondre Microsoft: est-ce qu'on est mûr pour une nouvelle évolution du format informatique mobile? Là, on n'est pas dans une révolution, mais dans une évolution avec ce type d'appareil Andromeda. Qu'est-ce qu'on voudrait, si on se prend à rêver, comment est-ce qu'on voudrait voir évoluer nos smartphones et nos appareils mobiles si on pouvait vraiment obtenir tout ce qu'on veut? Et je me retourne vers Corben, qui, pour le coup, toi, tu utilises tes appareils mobiles pour bosser pour de vrai. Toi, quand tu pars de chez toi et que tu es en mobilité, même en voyage de plusieurs jours, si c'est encore le cas, tu n'utilises que ton téléphone mobile avec un clavier pliable, c'est ça? Alors,
pas tout le temps. J'aime bien aussi l'ordi qui est quand même, enfin surtout avec les MacBook Air maintenant au niveau poids, ça tue tout, donc forcément c'est plus simple quand même sur un grand écran. Mais après, il t'arrive de n'utiliser que ton smartphone. Ouais, mais en fait maintenant que j'ai un iPhone, j'utilise même plus le clavier en fait. Mais ça m'arrive d'utiliser, de faire tout avec le smartphone. Ouais, il y a pas de souci là-dessus. Moi sur la tablette la Andromeda, enfin la tablette ou le smartphone Andromeda, je sais pas comment on peut l'appeler. Le Smartlet, la Surface Andromeda. La Surface, ouais, il y a deux choses qui me font un peu peur. C'est d'abord ce côté justement pliable qui va rajouter de l'épaisseur, contrairement à un smartphone où là on reste sur des tailles peut-être assez fines. Donc ça va peut-être faire un gros truc dans la poche. Et puis ensuite sur l'OS en fait, ce que va mettre Microsoft. Est-ce qu'on va se retrouver avec un genre de Windows Phone ou un vrai Windows avec toutes les fonctionnalités? Je sais pas, mais c'est surtout là-dessus à mon avis que ça va se jouer. Ouais. A priori, s'il l'appelle Surface, ça veut dire que tu feras tourner un vrai Windows dessus. Ça serait l'idée, surtout qu'on peut faire tourner Windows avec des processeurs ARM maintenant. Ouais. Je pense que l'idée serait celle-là. C'est la signature de la gamme Surface. Moi qui suis en train de tester pas mal de produits Surface en ce moment, c'est bien ce qu'ils font. Hein. L'évolution de cette notion en fait de Surface, c'est bien s'ils en font un tout petit produit, ça peut le faire. En fait, le petit frein à Surface en ce moment, c'est pas le hardware, c'est vraiment le software. Ouais. C'est-à-dire, il va falloir une évolution quand même de Windows, un petit peu plus conséquente. C'est-à-dire qu'on a effectivement le meilleur des deux mondes, un vrai ordi et c'est touch, mais c'est pas assez bien en touch pour que ça devienne. C'est là où il va falloir peut-être ramener une interface à la Windows Phone qui vienne par-dessus quand l'objet est vraiment petit, mais que ça reste un vrai Windows derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une petite évolution du touch de Surface à faire pour rendre cet objet vraiment sexy, quoi. Bah, disons que là, on est dans une période dans une période de temps pour la sortie où on a encore 1 an et demi, 2 ans avant la sortie, donc il y a des évolutions qui peuvent encore arriver. Mais je reviens à ma question un petit peu futuriste. Si on peut imaginer des évolutions de portables ou de tablettes ou de ce qu'on veut, si on se prend à rêver, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Parce que moi, je me demande même si il est possible pour nous d'imaginer un truc qu'on voudrait, ou si on est aujourd'hui dans un marché qui est tellement établi qu'on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver, et donc on attend qu'un visionnaire comme Steve Jobs arrive et nous dise ce qu'on veut, en fait, comme à l'époque de la sortie de l'iPhone. Est-ce que vous savez ce que vous voudriez? Ouais, quand tu vois comment évoluent les enceintes connectées avec tout ce qui est Alexa et compagnie là sur la reconnaissance vocale, tu pourrais potentiellement imaginer d'avoir d'avoir ton smartphone ou ton Andromeda dans la poche ou dans le sac à dos et puis lui demander des infos avec je sais pas, une oreillette ou ta branche de lunettes ou j'en sais rien. Alors tu verrais rien, mais en tout cas tu pourrais lui demander ta route ou elle te lirait tes mails ou tu pourrais faire des choses comme ça. Et ouais, du coup l'Andromeda resterait dans la poche et tu le sortirais que quand t'as besoin de bosser ou quand t'as besoin de faire vraiment des trucs, quoi. C'est vrai que j'y avais pas. Pardon, vas-y, fini. Non, pour moi ça peut être une évolution possible. J'avais pas directement connecté les deux, mais c'est vrai qu'on en parle et que j'en parle aussi depuis un moment. Cette idée que l'assistant personnel devient la nouvelle frontière de l'interface utilisateur et pourrait du coup, ça peut être intéressant, déporter certains usages de l'écran, écran touch, clavier, tout ça, vers l'oreille, enfin l'interaction voix. Et donc, ça pourrait permettre aux appareils de devenir un petit peu moins volumineux parce qu'une partie, on n'a plus forcément besoin d'exactement tout ce dont on les sort pas toutes les 2 secondes pour poser la moindre question à Google, etc. Et donc, avec certains usages qui sont supprimés de l'appareil, on ne l'utilise que pour d'autres usages et donc c'est moins contraignant et on a moins de contraintes de design sur ces appareils-là. Il faudrait évidemment que les assistants personnels évoluent beaucoup et deviennent bien meilleurs, mais pour ce qui est de la connexion à une petite oreillette, déjà avec les AirPods qui sont sans doute le produit à plus grand succès d'Apple, bon, si on met de côté les iPhones, mais le nouveau produit à plus grand succès d'Apple de ces dernières années,
Oui, ils sont en train possiblement de se diriger dans cette voie, quoi. Puis il y a la montre Apple aussi qui permet de faire extension un peu et de plus avoir forcément à sortir son smartphone. Moi, ce que je pense sur l'avenir, justement, en rebondissant sur l'Apple Watch, les AirPods, etc., je pense, alors ça va te faire crisser des oreilles, Patrick, mais je pense qu'on y arrive au fameux téléphone modulaire. Ah non, pas encore. Oui, mais pas en essayant de clipser des Lego entre eux pour faire un téléphone où il y aurait différents modules. C'est-à-dire, en fait, on aurait une espèce d'unité centrale dans notre poche et qui va agir avec un module voix qui va remplacer toutes les fonctions téléphoniques d'écoute, enfin tout ce qui est oreille et voix. Ton écran déporté sur le poignet qui va avoir certains usages. Par exemple, moi là, je me suis mis à Apple Pay. En fait, c'est absolument génial avec l'Apple Watch, quoi. Du coup, de ne même pas être obligé de sortir mon smartphone de la poche, ça donne une grande utilité à l'Apple Watch. Et même moi qui suis très photo et vidéo, si mes gros appareils photo pouvaient communiquer directement avec mon smartphone et des modules finalement déportés, c'est là où je pense que le modulaire prend tout son sens. Là où ils se sont plantés avec le modulaire, c'est en pensant qu'on allait clipser des modules sur une unité centrale. Mais la tendance, c'est peut-être à une ultra modularité par device externe, quoi. Ouais, ce que tu appelles modularité pour te raccrocher au wagon de tes prévisions, en fait, c'est ce qu'on appelle plutôt... Patrick, il faut oublier, il faut lâcher prise. c'est ce qu'on appelle l'informatique ambiante, qui est effectivement une informatique qui est plus liée à un appareil ou même plusieurs appareils, mais qui est... on parle même plus genre de plusieurs appareils, c'est tous les appareils qui se chargent de différentes tâches. Et le téléphone devient une espèce de hub, du coup, de tous tes objets, quoi. Et c'est ce qui se passe de plus en plus, en fait. Intéressant. Bon, on verra comment ça évolue. On s'est un petit peu écarté du sujet de la Surface Andromeda, mais ça reste un appareil qui est enthousiasmant dans son concept, à voir si les usages pourraient s'adapter à ce type de format, si on la voit un jour. Parlons un petit peu d'Apple encore. Pour parler d'Apple Maps, il y a un article qui a été publié, on va dire sans doute avec la gentille collaboration d'Apple, sur le fait qu'ils sont en train de refondre entièrement leurs cartes et qu'ils veulent concevoir eux-mêmes leur ensemble de cartes pour Apple Maps. L'idée étant que jusqu'à maintenant, ils utilisaient des cartes tierces de différents cartographes, que ça soit TomTom ou d'autres. Et maintenant, ils sont en train de concevoir leurs propres cartes pour être propriétaires, pour avoir la main sur l'ensemble des cartes qu'ils utiliseraient. On sait qu'Apple aime beaucoup avoir la main sur tous les produits qu'ils produisent, qu'ils fabriquent, que ça soit en logiciel ou en matériel. Ils font de plus en plus de rachats et de recherches pour être capables de gérer toute la chaîne de production sur leurs produits. Et là, on parle des cartes. Il y a des points qui sont un petit peu, pas nébuleux, mais enfin, qui laissent des petits points d'interrogation. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, comme le fait Google depuis longtemps avec Android, ils vont utiliser une partie des données de leurs utilisateurs avec iPhone, ce qui est un trésor d'informations, évidemment. Alors, ils vous assurent que ça sera fait de manière anonyme, machin. Ce qu'on imagine, ils sont pas super précis, mais on imagine qu'ils ne capteront les données qu'à partir du moment où vous roulez à une certaine vitesse et qu'ils vont les anonymiser ensuite. Donc pas non plus savoir où vous allez spécifiquement et d'où vous venez spécifiquement. Donc si on ne commence à capturer les données que quand vous êtes à 30 à l'heure, a priori, c'est un exemple, hein, mais a priori ça permet d'anonymiser un petit peu quand même. Mais oui, c'est un mouvement fort dans le domaine des cartes. Et les cartes sont hyper importantes, mine de rien, parce que qui dit carte qui dit voiture autonome plutôt, dit carte. On peut pas avoir une voiture autonome sans des cartes fiables. Donc, est-ce que c'est un indice selon lequel on pourrait déduire qu'Apple n'abandonne pas l'idée de faire quelque chose dans le domaine de la voiture autonome ? Ouais, peut-être, j'en sais rien. Après, ce qui est sûr, c'est que l'outil carte sur iPhone ou même sur Mac est un petit peu à chier quand même en termes
Ça devient mieux. C'est mieux maintenant. Moi, en tout cas, à Paris, c'est mieux. Ouais, ça dépend des villes, quoi. Pas, Peut-être que dans ta Cambrousse, Corben, c'est un petit peu moins bien que dans Paris. Sans parler du résultat, en fait, des cartes en elles-mêmes, les fonctionnalités, le côté pratique à utiliser, je sais pas, par exemple, il n'y a pas les bouchons, il n'y a pas les trucs, il n'y a pas ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'ils calculent forcément les itinéraires comme de qualité, comme tu pourrais l'avoir avec Waze ou avec Google Maps. Moi, je sais que par exemple, quand je clique sur un mail où il y a une adresse, ça me propose, enfin, ça ouvre Maps, enfin, ça ouvre Apple Maps directement, et l'adresse n'est pas forcément conservée. Ça dépend des fois, mais pas forcément retranscrite, alors qu'avec Google Maps, c'est retranscrit. Donc enfin, je sais pas, pour moi, il y a des bugs, c'est pas vraiment utilisable en l'état. Après, donc je trouve ça bien qu'ils reprennent tout à zéro. Et puis effectivement, bah, c'est un peu le nerf de la guerre, parce que là, si demain t'as des drones, t'as des robots, t'as des voitures, t'as des choses qui doivent se déplacer toutes seules, ou même ne serait-ce que pour augmenter les applications ou les services Apple, ils ont besoin de leur propre carte. Ils peuvent pas dépendre de Google ou pour ça, quoi. C'est pas possible. Dieu sait qui, ouais, voilà. Ouais. Oui, bah, de toute façon, c'est la recherche d'indépendance d'Apple, surtout au niveau aussi plus Apple sera autonome, plus ils seront crédibles dans leur nouveau cheval de bataille qui est on protège votre vie privée contre les méchants. Et pour ça, il faut pas avoir de méchants qui te vendent des trucs, quoi. Donc, s'ils achètent des cartes à des fournisseurs tiers et que ces fournisseurs tiers peut-être les vendent à d'autres, enfin, tu vois, c'est comment ils captent les données, quoi. Oui. Apple, je pense, enfin moi je le dis depuis 2 ans, mais là ça me semble très clair au niveau marketing, s'engouffre à fond dans ce positionnement protection de la vie privée, le chevalier Bayard de ta privacy. Ça c'est clair, oui, ils ont ça leur sauté permettra sur en le truc, plus de pratiquer même des prix plus hauts que maintenant. C'est ça, à mon avis, ils ont trouvé le super business, Apple. C'est parce que maintenant, nous, chroniqueurs tech, on va dire, oui, c'est plus cher, mais ils protègent la vie privée. Voilà. Est-ce que, tiens, on fait un petit détour. Corben, toi qui connais bien quand même ces histoires de vie privée et de protection de la vie privée, est-ce que tu es d'accord avec cette narration qui est en train de s'installer, qu'Apple protège, alors peut-être pas 100%, mais quand même mieux que les autres la vie privée? Ça me semble assez clair, mais je suis curieux d'avoir l'avis d'un expert. Alors, je suis assez d'accord dans le sens où Apple, évidemment, stocke des données personnelles comme le fait Google, sauf que Google les exploite à des fins publicitaires ou même si je crois ils se défendent de les vendre, mais bon, ils vendent quand même des datas suffisamment. Disons qu'ils vendent pas ces données directement, mais ils disent vous voulez cibler qui, ok, et voilà à qui on les envoie. Voilà. Du positionnement pour la publicité, ce genre de choses. Alors qu'Apple, son business model, c'est juste de vendre des biens et des services. Donc forcément, c'est mieux, ça rassure, c'est bien. Après, rien n'empêchera Apple plus tard de changer son fusil d'épaule. Donc on n'en sait rien. Mais bon, pour l'instant, moi, je suis assez d'accord avec cet état de fait, ce discours en tout cas de la part d'Apple. Le problème là qu'Apple a, c'est qu'ils sont classés comme les autres dans la catégorie des GAFA. Donc ils sont mis dans le même sac que les méchants, que Facebook, que Google, que tout ça. Donc à mon avis, ils essayent de se détacher. Non mais c'est vrai, ils essayent de se détacher un peu de ça. Alors qu'Apple, ils font juste des produits, les vendent alors certes cher, mais les données personnelles restent chez Apple. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand il y a des techniques, par exemple, qui sont utilisées par les services de police pour craquer des iPhones facilement, ou pour on a vu les histoires avec le FBI. Oui, on en a parlé plusieurs fois. Oui. Apple reste pas à rien faire en se disant c'est normal d'avoir une backdoor ou d'avoir une faille pour exploiter tel ou tel truc. Ils patchent, ils corrigent. Ça fait chier tout le monde, ça fait chier le FBI, ça fait chier tout le monde, mais bon, ça fait chier le FBI et les hackers qui essayent de aussi, les données aussi, c'est surtout ça. C'est exactement ça, mais ils s'arrêtent pas à ça, ils continuent à corriger. Donc dans leur démarche, en tout cas, que ça soit au niveau des données, mais au niveau des mises à jour de leur service, ils protègent aussi les gens qui utilisent leurs outils. Ouais, et puis ils travaillent quand même beaucoup sur du hardware qui va chiffrer beaucoup les choses. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils mettent les moyens pour soutenir leur positionnement marketing. Là où moi je rejoins Corben, c'est pas une question de faire confiance ou pas à Apple, parce que moi je fais confiance à personne, même pas à toi, Patrick. C'est ce que j'allais te demander. Mais je fais confiance à où va l'argent. Et Apple, ils font pas leur argent avec le data. Ils se sont plantés là-dessus, ils ont essayé. Faut pas oublier, une époque, ils ont essayé de vendre de la pub, ils se sont vautrés.
Apple c'est pas dans leur ADN de savoir vendre ou de faire du gratuit et de se rémunérer autrement qu'avec ta thune personnelle, quoi. Par contre, avec la disparition de BlackBerry et tout ça, ils ont quand même un super boulevard et avec en plus les problèmes qu'on vit à notre époque. Et ils ont un super boulevard, mais ils se donnent les moyens d'être vraiment le champion de la protection de la vie privée. Et je serais pas surpris de voir des produits Apple où ils vont même pouvoir dire, ouais, par exemple, nos assistants personnels Siri sont moins performants que Google, mais au moins vous êtes 100% garanti que les données restent sur votre smartphone ou votre truc, tu vois. Ouais. Et quelque part, ça permet même pas... de justifier leur retard en intelligence artificielle, quoi. Oui, je pense qu'ils diront jamais ça, mais oui, effectivement, si d'autres le disent, ça peut, ça les dérange pas forcément plus que ça. Bon, donc effectivement, le fait ça va prendre des années, hein. Faut pas oublier que Google le fait depuis quoi, 10 ans, 15 ans, bon, peut-être pas 15 ans, mais 10 ans de construire leurs outils cartographiques. Ça va prendre des années à Apple, mais c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient eux aussi une... Je vois très bien l'accroche publicitaire du futur Apple Maps. Vous ne saurez pas où vous allez, mais nous non plus. C'est pas mal, c'est vrai. Jérôme est un bon publicitaire. Ouais, on le sent. Un autre sujet à évoquer aussi, le fait que Amazon ait racheté PillPack. Alors, c'est quoi PillPack ? Pill, c'est pilule, et c'est une société qui vendait de la pharmacologie par correspondance. Et Amazon, donc, a racheté cette société pour $1 milliard. Comme Silk Road, en fait. C'est quoi, pardon ? C'est comme Silk Road. Ouais, un petit peu. Un petit peu plus officiel, mais oui, c'est un petit peu ça. Et alors... Il y a un contexte quand même à noter, c'est que Amazon s'est associé à d'autres sociétés pour fournir des services de santé à ses employés. On sait qu'aux États-Unis, l'état de la santé publique est pas du tout le même qu'en France ou en Europe, donc le contexte est un petit peu différent. Mais il n'empêche, dans ce contexte, Amazon est en train d'entrer dans encore un nouveau domaine qui est celui de la vente de médicaments. Et il faut pas oublier qu'ils viennent de racheter Whole Foods, donc ils ont tout un tas de lieux physiques où ils peuvent créer des synergies avec ce type de nouveaux business. Peut-être que c'est uniquement pour leur usage interne, mais généralement ce qu'ils font Amazon, c'est qu'ils développent un truc en usage interne et puis qu'ils inondent le marché des consommateurs avec ce qu'ils ont appris. Amazon Pharmacie, ça risque de débarquer bientôt aussi. Est-ce que c'est le truc où ça va trop loin ? Je sais qu'en France, je ne sais pas s'ils auraient le droit s'il y a des licences spéciales. Certainement qu'il y a des licences spéciales. Enfin, pharmacien, c'est des études longues, etc. Mais est-ce qu'ils vont trop loin ? Est-ce que la médecine, c'est un truc qu'on ne veut pas voir Amazon envahir également ? Ou est-ce que c'est pas mal de pouvoir commander ces médicaments chez Amazon sans se prendre la tête ? Je suis pas sûr de quoi en penser, Corben. Alors moi je suis un gros adepte de l'automédication. Alors pas dans le sens où je prends des trucs. C'est-à-dire que tu fais pousser de la marijuana dans ta salle de bain, c'est ça ? Non, pas exactement. Non, mais je déteste aller chez le médecin parce que c'est long, parce que j'ai pas le temps, parce que de toute façon il va me filer du Doliprane et puis faut attendre que ça passe. Enfin, je veux dire, tant que j'ai pas un truc grave, tu vois, si c'est juste du rhume des foins et puis une petite crève, c'est pas la peine d'aller chez le médecin. Donc je me soigne avec ce que je trouve à la pharmacie en direct. Donc acheter un pchit pour le nez et puis du Doliprane pour la fièvre sur Amazon, moi ça va rien me changer à la vie, ça sera même plus simple que d'aller, quoi que j'ai la pharmacie en face de chez moi, donc j'ai juste à traverser, mais donc j'abuserai un peu, mais même à la pharmacie il y a toujours un tas de petits vieux, faut faire la queue, donc voilà, en mode feignasse, c'est sûr que c'est. Et puis en France, enfin, le problème en fait c'est ça, c'est que moi je sais me contrôler et pas tomber dans l'excès, ni avec voilà des trucs comme du Doliprane, l'aspirine, ce genre de trucs. Je fais super gaffe, je respecte les dosages et encore même pas, j'abuse pas quoi. Je préfère même souffrir. En prendre moins que ouais.
de ma tête si c'est pas trop fort et en prendre vraiment quand j'en peux plus. Mais je sais qu'il y a des gens qui usent et abusent de tout ça, et qui sont parfois hypocondriaques et qui tournent au médoc toute la journée alors qu'ils ont rien ou pas grand chose, et c'est peut-être pour eux que ça va risquer de poser problème. Et il y a plein de gens qui achètent déjà des médicaments en ligne, mais qui sont cette fois sous ordonnance, et c'est pas forcément des médicaments soit de bonne qualité, soit c'est des contrefaçons, soit plein de trucs de merde. Il y a tout le temps des réseaux comme ça de distribution qui sont démantelés par la police, et voilà, et ça risque un peu peut-être de brouiller les pistes de vendre des médicaments sur Amazon de cette façon. On voit aussi les galères qu'a Leclerc pour vendre des médocs et les embrouilles qu'ils ont eu avec les pharmaciens. Alors je sais pas si ça a été autorisé ou pas, parce que je vais jamais chez Leclerc, mais je sais qu'à un moment, s'il y avait des grosses discussions là-dessus, que voilà, les supermarchés se revendiquaient le droit de vendre des médocs qui n'étaient pas du Doliprane, quoi, tu vois, qui n'étaient pas sous ordonnance, et les pharmaciens voulaient pas, et ça posait tout un tas de problèmes. Bien sûr, ça va encore créer un. Donc il y aura du bad. En tout cas en France, je pense que ça va être le bordel quand ça va arriver aux oreilles des médecins, des pharmaciens, bien et puis sûr. des gens. Ouais, je pense qu'on est déjà dans une ambiance complète. Aux États-Unis, les drugstores, ça fait longtemps que ça existe. Ah mais moi quand je vais à Las Vegas, c'est la fête. Ah bah oui. Alors, les médocs qui te vendent dans les supermarchés à côté des bonbons, c'est à la codéine et tout, c'est. Ouais. Mais moi, je suis plutôt content d'être en France personnellement, parce que justement, tu parles de codéine, tu parles de Doliprane. C'est pas des trucs sous ordonnance, mais c'est pas des trucs qu'il faut prendre massivement ou en automédication. Un pharmacien, s'il nous écoute, c'est quand même un vrai métier, quoi. Ils peuvent te donner des conseils même sur des petits médicaments de confort, et je suis pas pour en fait, moi, ça me dérange pas tant que ça de pas trouver mon aspirine au supermarché ou sur Amazon. Franchement, ça me dérange pas. Quand je vais dans une pharmacie, je sais ce que je vais y chercher. Et je suis pas, pourtant, je suis le premier à être content de pouvoir acheter presque n'importe quoi sur Amazon, et d'ailleurs souvent n'importe quoi. Mais de pouvoir faire mes courses, tu vois, c'est même pas, je le dis même pas pour sauver les pauvres petits pharmaciens, parce que sans pitié, je fais crever des épiciers, moi. Mais c'est plutôt que pour moi, voilà, le médicament, c'est un achat, même les petits médicaments de confort, c'est un peu différent. Oui, je suis d'accord. C'est un petit peu acheter un câble HDMI, ça va. Acheter un médicament, oui, le conseil du pharmacien, le danger du médicament. Alors maintenant, peut-être qu'ils auront. C'est de l'homéopathie. Ouais, bon, ça, à la limite, tu fais ce que tu veux, mais oui, c'est vrai que c'est peut-être le domaine, pas de trop, mais le domaine où, en France ou en Europe, ça sera un petit peu difficile de faire accepter la chose. Et effectivement, c'est pas spécialement pour sauver les pharmaciens, même si je suis sûr que ceux qui nous écoutent sont des gens d'immense qualité, mais il y a effectivement d'autres domaines qui ont été disruptés par la tech. Là, je ne sais pas si c'est exactement équivalent. On a vraiment un rapport avec la santé dans nos pays qui est assez différent de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et a priori, c'est quand même c'est un petit peu plus sécurisant chez nous, on va dire. Mais sur le fond, de toute façon, la question, à la limite, on se la pose là, mais en fait, notre avis compte pas, puisque de toute façon, j'imagine que si Amazon la vend des médocs en France et en Europe, c'est parce que la loi leur permet, et ils vont pas s'en priver de le faire. Donc de toute façon, ça va arriver. Oui et non. Tu sais, Uber est arrivé, a mis un coup de pied dans la fourmilière, et la loi était un petit peu vague. Alors, je suis sûr qu'il y a des domaines de la loi où il y a des zones d'ombre, où tu peux dire on va commencer avec pendant 2 ans, et puis ça sera bloqué. C'est ça. Après, on vend que des trucs sans ordonnance, donc ça va. Ou on vend que des trucs, on commence avec des pastilles pour la gorge, tu vois, ou je sais pas, ce genre de truc. Mais il y a un domaine quand même, en y réfléchissant, où la vente par correspondance de médicaments, moi, pour avoir travaillé comme ça sur ce qu'on appelle les étagères de la honte, c'est tous ces médicaments que les gens n'osent pas acheter en pharmacie, parce que il y a du monde qui écoute, que ça soit les couches pour incontinent, le Viagra, les médicaments pour des maladies dont t'as honte, l'Imodium.
Et je pense que là-dessus, les pharmaciens, moi j'avais beaucoup travaillé à une époque sur ce mode de consommation. Il faut que les pharmacies peut-être évoluent aussi et trouvent des méthodes ou des moyens pour que quelqu'un puisse commander discrètement certains produits et le recevoir dans un sachet anonyme. Enfin, voilà, il y a par contre une évolution. Ça ne veut pas dire que les pharmacies doivent s'endormir sur leur laurier, rester ce qu'elles sont. Il faut peut-être qu'elles évoluent aussi non, là-dessus. et puis tu sais, il y a tout ça effectivement qui est une opportunité d'améliorer la situation. T'as tout à fait raison. Et puis peut-être qu'on s'est un petit peu perdu. Moi, je me dis s'il y a des médicaments qui ont été, tu as ton ordonnance. Tu sais que tu dois prendre ce médicament parce que le médecin t'a dit. C'est pas juste parce que t'es allé voir ton pharmacien pour une grippe. Le médecin t'a dit il faut que tu prennes ce médicament pendant tant de jours à tel dosage. À partir de là, oui, c'est toujours bien d'avoir le conseil du pharmacien, mais peut-être qu'il peut y avoir un pharmacien chez Amazon qui va t'aider aussi. Et puis, si tu as ton ordonnance, bah, tu vas de toute façon prendre ton médicament. Donc, peut-être que une pharmacie en ligne est envisageable Ouais, pour certains cas de ce type-là également. Mais bon, donc, ouais, plus on surtout que parfois, il y a des chose... pharmaciens qui te mettent le doute. Tu arrives avec ton ordonnance et le pharmacien va « Ah bon ? Il vous a prescrit ça ? Ah, mais c'est bizarre quand même. Ah, mais vous avez ça, il vous a prescrit... Ah, ça m'étonne. » Toi, t'es là. C'est vrai. Bon, moi, il m'est arrivé plusieurs fois que des pharmaciens rattrapent les boulettes des médecins. Justement. Oui, ça arrive aussi. Oui. Ça m'est arrivé aussi, oui, tout à fait. Donc, ouais, on est. Je crois que dans l'ensemble, on est quand même, bon, à part Corben qui est un rebelle, on est quand même en train de se dire qu'il y a quand même plus de raisons pour garder le conseil du pharmacien que pour récupérer la praticité de la vente par correspondance, quoi. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. C'est juste que moi, je sais bien. Enfin, je fais pas n'importe quoi en fait. Je suis responsable et je sais que voilà, quand je prends un Doliprane, bah, j'en prends pas 3 d'un coup et je respecte les doses. C'est ça. En fait, les lois, c'est pour les autres. Moi, je les broie et je les inhale avec une paille. Non, c'est pas comme ça. Avec un billet c'est d'1 comme dollar. ça qu'ils font dans les films, moi. C'est comme ça que j'ai appris. Ouais. Avec un billet d'$1 roulé, ouais. $1, $100. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, 500 oui, euros. bien sûr. Ouais, voilà. Bon, pour conclure cette première partie, je vais parler rapidement de l'Amazon Echo que j'ai enfin testé. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mes impressions sur l'appareil. Après, oui, pardon. Echo. On fait l'écho, non? D'accord, c'était très juste drôle. de te faire chier, Patrick. Oui, non, mais c'est des plaisanteries d'une grande qualité, comme on en a l'habitude. Toujours. Vous pouvez nous inviter pour les baptêmes, les mariages, les bar mitzvahs. Corben et Jérôme, on égaye toutes les soirées. Corben et Jérôme en soirée.com. Belles-sœurs vont adorer. Ouais. Donc, Amazon Echo que j'ai reçu. Écoutez, je suis dans l'ensemble sur la même ligne que ce que je pensais du Google Home. Donc, je ne vais pas faire 2 heures. Vous pouvez aller réécouter l'épisode sur ce sujet d'il y a 2 semaines. En gros, c'est quelques petites questions qu'on peut poser ici ou là et qui vont pas vraiment rendre d'immenses services. Moi, je suis un petit peu déçu par tous ces assistants personnels et ça m'a du coup fait remonter un petit peu dans mon estime le Siri d'Apple parce que je trouve qu'il est pas... oui, ça fonctionne pas super bien. Mais au final, les autres ne rendent pas beaucoup plus de services non plus. Donc, je pense qu'ils sont tous beaucoup plus proches que ce que j'imaginais. Par contre, là où, disons que l'Echo fait quand même un petit peu moins pro, un petit peu, même dans l'app, c'est moins bien fini, que ce soit au niveau... c'est bien fini au niveau matériel, mais je sais pas, l'installation est moins clean que le truc de Google. Par contre, là où il y a un truc qui est sympa sur l'Amazon Echo, c'est toutes ces skills qui sont en fait des sortes de micro-apps que tu peux installer en quelque sorte sur ton Amazon Echo et que n'importe quel développeur ou n'importe quelle société de contenu ou quoi que ce soit peut créer. Et donc, quand tu dis une certaine phrase pour appeler ce contenu-là, eh ben, ça va pardon, le petit dort pas bien. Et donc, ça va te le... Il n'y a pas que le petit qui dort pas bien. Ouais, c'est ça. Non, je suis méchant. En plus, il dort bien en ce moment, mais bon, on a un bébé. Ça va te permettre d'avoir du contenu sans attendre que le constructeur, en l'occurrence Google ou Apple, ne l'intègre dans son système. Et c'est vrai que du coup, ça ouvre les possibilités de manière significative. Il y a énormément de chaînes de radio qui ont mis
leur contenu là-dessus. Vous pouvez appeler les podcasts notamment, etc., etc. Mais c'est pas suffisant, même avec toutes ces skills, c'est pas suffisant pour moi pour me dire ah ouais, c'est un appareil qui est vraiment pratique, quoi, qui va me rendre des services importants. Alors, il y a plein de gens qui trouvent qu'ils sont indispensables. On parlait avec Cédric Ingrand il y a quelques semaines, qui nous disait que lui, il peut plus s'en passer. Mais moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Donc, voilà, l'Amazon Echo, bon. Pour aller à la fois dans ton sens et à la fois dans le sens de Cédric, je pense que c'est un peu comme l'Apple Watch. Une fois que tu as défini un truc qui te rend vraiment service et que tu fais tout le temps, tu peux plus t'en passer. Tu vois, tu aurais une commande qui... C'est con, hein, mais ça repose parfois juste sur ça. Moi, mon Apple Watch m'est indispensable parce qu'elle m'aide à présenter mon émission du matin. Donc, ces assistants, le jour où ils vont te rendre un service quotidien, genre te donner la météo parce que il faut que tu aies la météo tous les jours, ou te rendre un service, là, tu les trouveras enfin, la météo, bon, je sais que c'est un exemple, mais la météo, c'est ça le truc, c'est que tous ces petits trucs, tous ces services qui rendent, ça prend une seconde à récupérer sur le téléphone. Oui, mais quand ça rentre dans ta routine, tu vois, alors, je reprends l'exemple d'Apple Pay. J'utilisais pas Apple Pay du tout. Et maintenant, depuis que je l'utilise, je peux plus sortir ma carte bleue. Et ça m'énerve mes autres cartes qui sont pas... tu vois, c'est un truc, une fois que tu as pris une habitude quotidienne qui te fait gagner une fraction de seconde par rapport... Tu vois, on pourrait dire, franchement, sortir une carte bleue, c'est quand même pas la mer à boire, Jérôme. Mais sauf que moi, mes cartes bleues sont toujours dans la poche où je fouille pas. Non, mais je comprends. Moi, je disais la même chose sur le paiement sans contact avec les cartes bleues, qui est devenu hyper pratique pour moi, alors que effectivement, ça prend 2 secondes de plus de mettre la carte dans la machine. Et oui, je peux comprendre si tu as l'assistant dans la cuisine. Tu vas prendre l'habitude de lui demander la météo alors que tu te verses ton café le matin. Exactement, ouais. Et ça t'évite de sortir ton téléphone de la poche. Donc, c'est en ça que ces assistants vont être intéressants, mais tout le monde ne trouvera pas une fonction quotidienne intéressante pour eux, quoi. C'est vrai. Bon, donc voilà pour mes impressions pour l'Amazon Echo. Et on va faire une petite pause pour remercier encore une fois les auditeurs qui soutiennent l'émission. Vous le savez, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. C'est très simple, c'est très rapide et comme je le dis souvent, c'est le business model le plus sain de la Terre, le meilleur business model qui soit parce qu'il est entièrement optionnel et c'est vous qui contrôlez absolument tout. Vous contrôlez la somme que vous donnez, vous contrôlez combien de temps vous allez donner. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il y a des petites récompenses sympas auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc, c'est vraiment vous qui avez le choix de tout dans ce business model. Et comme je le disais la dernière fois, si ce type de business model ne vous convient pas, je me dis que je sais pas quel type de business model pourrait vous convenir. Donc, si vous appréciez l'émission, évidemment, il y a des gens qui disent franchement, moi l'émission, j'en ai rien à foutre. Ok, dans ce cas-là, pas de problème. Mais si vous vous dites c'est quand même sympa, c'est un bon moment, c'est des informations, c'est intéressant, pensez-y, un petit $1 par épisode, $2 par épisode, ça peut faire des montagnes au final et permettre à l'émission d'exister. Je remercie en l'occurrence Howard Clark, Derrick Jérôme, ou Jérôme Derrick, Yves Moille, je suis pas sûr de la prononciation, Napoléon Ribus et Chemical Gamer. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Tiens, je vais faire un petit remerciement spécial en plus à Jérôme Kainborg et Manuel Dorn. Si vous nous écoutez, merci de soutenir l'émission également. Ah merde, j'ai oublié de virer ma carte bleue de Patreon. Merci de me faire penser, Patrick. Oui, c'est parce qu'on n'utilise pas Apple Pay, c'est pour ça. Je sais que tout part dans un paradis fiscal, je donne plus un rond. Ouais. T'as bien raison. Un petit merci aussi à Notania qui a mis un commentaire sur iTunes qui dit « Génial, j'écoute le Rendez-vous Tech depuis plus d'1 an et c'est chaque semaine un plaisir d'entendre Patrick et les autres animateurs débattre sur les différents sujets tech. Continuez comme ça. Merci beaucoup Notania. Je suis toujours hyper content de voir des commentaires positifs sur iTunes ou sur toutes les applications de podcast que vous utilisez. Il y a le Google Podcast qui vient de sortir. Bon, je suis sûr que tous les auditeurs sur Google utilisaient déjà des applications peut-être même meilleur que Google Podcast, mais si vous voulez laisser un commentaire là-dessus ou ailleurs, n'hésitez pas, ça nous file toujours un petit coup de main aussi. Bon, on va enchaîner avec les news et rumeurs. D'abord,
WhatsApp, Facebook, etc., qui continuent à essayer de combattre les fake news. Je sais, on y revient tout le temps, mais il y a toujours des sujets qui sont inquiétants. D'ailleurs, en Inde, il y a des messages, des fausses informations qui sont diffusées. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Android? Ah, il y a mon Android qui me dit bonjour. Allez, on va te mettre en version ne pas déranger. Version ta gueule. C'était l'alerte France Info, j'ai reconnu. Pas du tout. C'était l'alerte Gmail. Voilà, ne pas déranger. Oui, donc il y a eu des lynchages en Inde à cause de fausses informations qui couraient sur WhatsApp. C'est pas juste Facebook, Twitter, etc. C'était sur WhatsApp, sur des groupes WhatsApp. Et les autorités ont énormément de mal à combattre les fake news sur WhatsApp. C'est des informations sur des réseaux de pédophilie et de trafic d'enfants. Et du coup, il y a des fausses informations qui circulent et les foules vont aux endroits en question et il y en a qui sont attaqués à des innocents qui étaient juste là et qui les ont, ça rigole pas, qui les ont carrément lynchés, donc qui les ont tués. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on se dit ah ouais mais bon ça c'est en Inde, ils comprennent pas, ils sont pas habitués à la tech machin, mais ce type de fausses informations se diffuse, on le sait, partout de différentes manières, ça affecte différentes choses, mais ça se diffuse partout. Alors WhatsApp a créé on est d'accord qu'il suffit de mettre pédophilie ou terroriste, tu déclenches l'hystérie chez les gens aussi. Ouais. Non, moi ce que je dis c'est que c'est pas sur ces sujets que ça porte chez nous. Oui, ces sujets sont les plus controversés, mais chez nous, il y a les fausses informations. Enfin bon, bref, sans repartir sur le débat sur les fake news, WhatsApp lance un nouveau mode pour les groupes qui n'autorise que les administrateurs du groupe à envoyer des messages. Ce qui fait que ça permettra de créer des groupes où c'est pas où on a un minimum de contrôle, quoi, où les administrateurs envoient les infos et pas forcément tout le monde qui est dans le groupe qui peut faire tourner les news. Un peu comme on peut faire sur Telegram en fait. Ouais, je savais même pas que c'était possible sur Telegram, mais effectivement, si c'est... Ce qui est très intéressant, je sais que Marion, elle est très calée sur le sujet, c'est cette nouvelle tendance justement du X-Design. Tous ces trucs WhatsApp, Facebook et tout ça ont été designés à une époque où on pensait que le monde allait utiliser tout ça pour faire le bien. Et qu'aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que quand tu designes un réseau social, une app ou quoi que ce soit, faut d'abord penser à tout ce qu'on peut faire de mal avec. Et c'est la nouvelle grosse tendance du design. C'est au lieu de se dire don't do evil, c'est don't allow evil to exist dans ton design, quoi. Et c'est une tendance moi, elle m'a fait suivre des conférences là-dessus. C'est hyper intéressant. Justement, finalement, pensez pas parano, mais pensez d'abord à tout ce qui peut être fait de mal avec ton service, au lieu de jouer les effarouchés comme le font maintenant Facebook et les autres en disant ah mais nous on voulait changer le monde en bien et les gens sont méchants et tout, quoi. Oui, bon, en même temps, c'est vrai qu'on s'en est tous aperçus maintenant. Hein. On peut pas vraiment leur jeter la pierre de ne pas y avoir pensé à l'époque où tout le monde pensait que ça allait être utilisé pour le bien de l'humanité. Mais bon, oui, on pourrait débattre longtemps, mais en même temps, ça les arrangeait bien de présenter sous un vernis positif des business models dont on s'aperçoit aujourd'hui qui sont un peu chelous. Je suis d'accord, mais je trouve aussi que nous, on a beau jeu de dire ah bah regardez, on savait bien que ça allait être mal utilisé. Quand l'utilisation qu'on imaginait, c'était des problèmes de vie privée, c'était des problèmes de données qui allaient être utilisées à mauvais escient et pas forcément pour de la pub, tu vois, c'était des trucs qui allaient être utilisés pour nous vendre des trucs. On n'imaginait pas et personne ne pouvait imaginer, je crois. Enfin, si, il y a certainement une ou deux personnes qui étaient dans un coin de la forêt en train de dire vous allez voir, ça va ramener les nazis qui reviennent de la Lune avec Elvis qui est pas mort. Mais on n'imaginait pas que ça allait être utilisé de cette manière. Je serais bien, curieux, Jérôme, de voir un tweet ou un article ou quoi que ce soit où tu disais il y a 10 ans, ah ouais, Facebook va être utilisé pour propager de la désinformation. Non, moi j'en ai pas. Ce que je veux juste dire, pas forcément. Un livre peut être utilisé. Ce que je veux juste dire, c'est que nous, on va dire les nerds et les geeks, avant que tout ça existe, on fréquentait déjà les forums et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que
on savait que le mal existe entre guillemets quand tu regroupes des gens sous une forme d'anonymat sur Internet. On sait que les trolls existent, on sait que les fausses infos existent. Je veux dire, quelque part, on est un petit peu moins surpris que le grand public. Je dis pas qu'on l'avait vraiment anticipé, mais je sais pas vous, mais moi, quand j'ai ouvert mon compte Facebook, j'étais pas naïf non plus sur ce que c'était, quoi. Quand tu dis on sait que les trolls existent, on sait que machin, nous, ce qu'on voyait, c'était... ah oui, quand tu, c'est la règle 43, quoi que tu dises, ça existe déjà en version porn sur Internet, tu vois, c'était hyper, ou alors c'était les trolls qui se plaignent tout le temps, ah oui, on peut rien dire sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne de te dire que c'est de la merde. C'était beaucoup plus, oui, c'était pénible, mais c'était bon enfant, c'était pas, on va provoquer des lynchages en Inde, tu vois, Bah, disons qu'après, c'est l'échelle que ça a pris qui... Ah oui, mais bon. C'est ça qui est important. Il y a une différence entre une petite coupure et quand on doit te couper le bras. Tu vois, l'échelle est essentielle. Et je trouve qu'on a beau jeu aujourd'hui de se dire ah ouais, mais on savait qu'il y avait des gens méchants dans le monde, donc on aurait dû se douter que Facebook aurait été utilisé pour élire Donald Trump. Bah non, je suis désolé. Oui, a posteriori, c'est facile de voir d'où ça vient et de tracer la ligne, mais bien malin celui qui aurait pu dire en 2006 ou 2008, quand Facebook a commencé à prendre de l'importance, ça va être les fake news vont devenir un problème de société. Je suis désolé, personne l'a vu venir. Ouais, puis la viralité, en fait, c'est pas la même. Les fake news, ça a toujours existé, mais ça a touché 10 personnes. Maintenant, ça en touche 200 000. Moi, je veux bien, j'admets complètement, Patrick, que je n'avais pas du tout anticipé la réussite des réseaux sociaux. Pour moi, ça allait rester un truc de cadeau et de happy few geek nerd. Je pensais pas que mes parents qui ouvriraient des comptes Facebook. Voilà. J'avoue que j'avais pas du tout anticipé ça. Et le poids social qu'ont pris les réseaux sociaux au niveau des médias et des moyens d'information des gens. Ça, je te l'accorde, pas du tout anticipé ça. Après, le fait qu'il y ait des sales personnes sur Internet et que le mal s'infiltre plus facilement sur Internet qu'ailleurs, ça oui, ça j'en aurais pu l'anticiper parce qu'on le savait. Bon, admettons. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez suivre sur Twitter le Ad Transparency Center. Alors, c'est quoi ? C'est un outil qui vous permet de voir quelle publicité ou quel tweet promu a créé un compte. Donc, s'il y a un truc, c'est toujours donner les outils aux gens pour qu'ils puissent s'informer. Il y a des trucs similaires sur Facebook, etc. C'est hyper important de savoir. Moi, à chaque fois que j'ai des gens qui retweetent des choses, ou même des gens un petit peu anonymes, j'ai parlé sur Twitter de sujets un petit peu controversés ce matin, et j'ai eu quelques personnes qui m'ont répondu en me disant, même pas une ou deux personnes qui me disaient « Ah ouais, mais fuck truc ou fuck machin ». Tu vas voir un petit peu, il faut savoir aller chercher derrière, tu vas voir les tweets qu'il a tweetés, le genre de messages qu'il essaye de promouvoir, et tu sais à qui t'as affaire, et ensuite tu sais comment gérer. Bah, avec les tweets promus, les publicités, c'est pareil. Là, on a désormais les outils pour voir quels autres types de messages ils essayent de promouvoir. Donc, tu peux voir si c'est une ferme à trolls, si c'est un truc extrémiste ou si c'est un truc légitime. Mais au moins, maintenant, on peut en savoir un petit peu plus. Il y a moins d'obfuscation et ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, Twitter a désormais, ils ont un petit peu... capituler face au problème d'anonymat, il nécessite désormais d'avoir un email ou un numéro de téléphone confirmé pour créer un nouveau compte, ce qui bien sûr pose des problèmes aux gens qui veulent tweeter de manière 100% anonyme, mais qui va également limiter la création de comptes de trolls et de spam sur leur plateforme, du moins c'est ce qu'on espère. Moi, j'ai Twitter le propose ça peut être intéressant pour ceux qui subissent justement des trolls et ce genre de trucs. On peut ne pas voir les mentions des gens qui ont soit pas validé leur email, soit pas mis leur numéro de téléphone. Moi, j'ai activé certaines de ces options, comme ça, je sais qu'il n'y a pas des mecs qui vont ou des filles qui vont me casser les pieds en créant des comptes spécialement pour l'occasion, voilà, un peu en mode compte burner account pour tracher ou dire des conneries, quoi. Moi, j'ai tout bloqué, effectivement. Les comptes qui n'ont pas de numéro de téléphone ou les comptes qui n'ont pas de portrait, ils peuvent pas m'écrire. Enfin, je les vois pas.
Ouais. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai tout oui, laissé. moi, Je suis courageux. mais toi, et... tu aimes qu'on te déteste, Patrick. Tu aimes le clash. Non, mais aimes tu ça. sais, ça reste rare pour les gens de ma communauté qu'il y ait des clashs vraiment, vraiment importants. Et puis, j'ai aussi appris, ça arrive de temps en temps, il y a quelques personnes qui vont venir faire les trolls et essayer, ou alors carrément des extrémistes de tous bords qui vont venir essayer de te provoquer. J'ai appris aussi à ne plus répondre. Et ça m'a pris du temps et je me fais violence souvent, soit j'hésite à essayer de répondre en raisonnant et c'est difficile d'évaluer est-ce que je peux essayer de raisonner avec la personne ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est venu troller ou quelqu'un qui est hyper extrême. Et c'est dans ce genre de cas que je vais regarder les autres choses qu'ils ont tweetées ou les choses dont ils parlent. Et souvent, je me rends compte que c'est des gens qui ont un agenda bien précis, on va dire, des gens qui vont dire ah ouais, mais voilà, on est pris pour un facho dès qu'on dit tel ou tel truc. Et tu te rends compte que les gens qui se défendent d'être pris pour des fachos, souvent, c'est ceux qui vont tweeter le plus de contenu, soit limite, soit carrément over the line, et qui sont assez énervés. Donc, bref. Il faut savoir gérer tout ça. Moi, je aussi. sais que je m'impose quand je reçois un message qui fait, parce qu'il y en a qui font mal ou j'ai vraiment envie de répondre, je m'impose une journée avant de répondre. Et généralement, du coup, j'oublie. Tu réponds pas. Ouais, non, t'as bien Voilà. raison, t'as bien raison. Facebook est en train de mettre à jour ses stories pour pouvoir réagir aux stories avec mais réagir pas avec des commentaires, mais avec des emojis. Vous savez, les like, haha, sad, angry, etc. C'est pas mal parce que les stories, moi, ce dont je me lamente, c'est le manque de réaction, mais en même temps, du coup, est-ce que ça va transformer les stories en concours à nombre de likes? Je sais pas. Est-ce que c'était pas justement l'avantage de ce format qu'il n'y avait pas de réaction quand on les postait? Ouais, moi je suis complètement d'accord. Je trouve que ça dénature complètement une stories. Ce que j'aimais bien justement dans la stories, c'est de pas avoir les likes. Alors, il y avait un côté de moi qui était là. Je sais pas si les gens ont aimé ou pas ce que j'ai fait. C'est ça. Ouais. Mais d'un autre côté, je trouvais ça très sain parce que ce côté dopamine des likes, moi j'en peux plus. Sur Instagram, tu l'as quand tu fais un live, par exemple. Les gens peuvent mettre des petits cœurs. Oui, aussi. voilà. Et à la limite, je préfère les likes sur les photos et tout. J'aimais bien ce côté très libre de la story où j'en ai un peu rien à foutre de si les gens aiment ou j'aime pas ou aiment pas, je fais ma story, quoi. Oui. Et je trouve ça dommage d'avoir un format de consentement, en fait. Et ça va encore jouer sur la fibre de la dopamine. Et ça, c'est pas bien. Mais ce truc a été un peu détourné. Enfin, je pense que ça a été implémenté parce que les gens utilisent, tu sais, les curseurs pour mettre j'aime pas. Donc, comme tout le monde utilise les curseurs, comment ça? Il y a un nouveau widget là sur Instagram depuis plusieurs mois qui permet de mettre un curseur en fait. Par exemple, je sais pas. Est-ce que cette pizza est appétissante? Voilà, puis ça va de 0 à 100 quoi en gros. Et puis tu mets le curseur et après t'as comme un sondage en fait. Et c'est une façon un peu détournée d'avoir un genre de like ou d'approbation sur ce que tu proposes. Donc je pense que comme ils ont vu que ça marchait bien, ils ont étendu ça à des trucs plus traditionnels comme il y avait sur les photos. Ouais. Quoi d'autre? Snap est en train de développer une plateforme pour créer des jeux sur Snapchat. Donc, il n'est pas impossible que ça soit leur nouveau levier de croissance de pouvoir télécharger et installer des jeux à l'intérieur de Snapchat. On sait que les jeux sont l'un des générateurs de revenus les plus importants sur les App Store. Et il y a déjà d'autres applications comme Line en Asie qui permettent ce genre de choses. Pas que, hein, il y en a d'autres qui permettent ce genre de choses. Et donc, il est possible que le nouveau levier de croissance de Snap soit les jeux sur Snapchat. J'ai l'impression que c'est pas un aveu d'impuissance, mais presque. C'est genre on n'a pas réussi, on s'est fait bouffer notre dîner par Instagram et Facebook, qui ont installé toutes les fonctionnalités qu'on a déjà nous. Donc on va aller chercher de la croissance ailleurs, quoi. Snap, ça commence à faire penser à un mec qui est en train d'activer en panique des leviers, genre oh putain. C'est c'est presque un levier de survie qu'il leur faut là. Je sais pas. Après, la communauté de Snap elle est très jeune et comme Facebook à l'époque, il y avait pas mal de jeux aussi, des Farmville, des trucs comme ça. Ça a permis au réseau de se développer.
Là, je pense que les gamins vont bien apprécier ça. Je pense que le côté jeu va bien marcher. Après, est-ce que Instagram le mettra? Je doute quand même. Ah non, sur Instagram, je pense pas. Ça serait vraiment, ça ferait trop. Mais oui, Snap, ils ont quand même encore 300 millions d'utilisateurs. C'est pas non plus négligeable, quoi. C'est comme Twitter. On en rigole parce que Instagram a genre 1 milliard, mais bon, Snap se démerde pas trop mal non plus. C'est juste qu'ils sont plus sur la pente mais Snap a quand même un problème fondamental, c'est que attirer les jeunes pour avoir une bonne réputation, c'est une chose, mais c'est les vieux qui créent la richesse sur toutes ces plateformes, et que des jeux vont peut-être faire rester les adolescents pour que Snap garde sa réputation d'endroit cool, mais ça ne vaut que si les vieux qui veulent se la jouer jeunes se disent je vais aller sur le réseau cool. Donc Snap a vraiment ce problème de bascule aujourd'hui. Comment faire venir un public plus âgé sur Snap, quoi. Oui, ils n'ont pas forcément besoin. Peut-être que juste les jeunes, et puis là, le côté monétisation des jeux en mode freemium. Mais les jeunes, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, mais ils subissent la publicité. Ils ont la carte bleue des parents. Oui, mais enfin, c'est le même problème avec YouTube aujourd'hui. Ouais, c'est ça. YouTube attire que en grande majorité les 9-13 ans, et donc YouTube n'arrive pas à attirer les budgets publicitaires vraiment juteux. C'est-à-dire qu'ils ont des chips, ils ont Oasis, ils ont du SFR, des trucs pour Jones, mais les trucs pour Jones, le vrai argent de la pub, il est dans les pubs pour bagnole, il est dans le truc pour la ménagère, voilà. C'est le problème de ces business models basés sur la publicité, c'est qu'à un moment la manne publicitaire qui aujourd'hui est à la télé, pour l'amener à toi. Et c'est pour ça que tout le monde dit Facebook, les jeunes fuient Facebook, mais Facebook est plutôt content parce que Facebook commence à drainer des budgets publicitaires pour vieux. Ça, c'est une dynamique qu'il faut pas oublier, quoi. C'est vrai. Pokémon Go, vous vous en souvenez, c'était il y a 2 ans, la coqueluche de l'été, et on se disait c'est terminé maintenant Pokémon Go. Ouais. et toi, comme tout le monde, Corben, t'as abandonné Pokémon Go, c'est fini maintenant. Oui, c'est fini. Non, pas du tout. Figure-toi que Pokémon Go est encore en train de faire des millions et des millions. Ils ont fait ce dernier mois, c'était en mai, je crois, 176 millions de dollars, attends que je dise pas de bêtises, 104 millions de dollars, ce qui est presque 2 fois plus que le même mois l'année précédente. Pokémon Go est un phénomène qui ne meurt pas, et moi je suis le premier surpris, je pensais que ça allait être. Il y a des gens qui reprennent en ce moment. En plus, comme il y a eu la démo de réalité augmentée, il y a presque un retour de mode. Je l'entends autour de moi, de gens qui reprennent Pokémon Go en fait. C'est fou, et ils font beaucoup plus d'argent qu'avant encore. Ça c'est pas du tout mort. Moi j'étais surpris de l'apprendre. Et Niantic Labs est en train de développer une version ouverte, une version utilisable par d'autres développeurs de son moteur qui s'appelle le Real World Engine pour des développeurs tiers. Donc il est possible de voir qu'on voit arriver dans les mois et les années à venir tout plein de clones de Pokémon, ou pas de clones, mais de types de jeux de ce type-là, qui seraient dans d'autres univers, peut-être même des trucs originaux. Si tu veux en tester un qui est plutôt cool, il y a Jurassic World Live, qui est ou Alive plutôt, Live vivant, qui est vachement sympa, qui reprend exactement le même concept, sauf que c'est pas des Pokémon que t'attrapes, c'est des dinosaures. Enfin, c'est de l'ADN de dinosaures. T'as un drone, tu survoles les dinosaures, tu récupères leur ADN et après tu peux faire des mutants, les croiser, etc. et aller faire des combats en réalité augmentée avec ton dinosaure. Il y a Harry Potter aussi qui arrive très fort en licence là-dessus. C'est ça, Par Niantic, d'ailleurs, c'est Niantic Labs qui fait Harry Potter. C'est Niantic Labs qui le fait, et je le redoute parce que je sais que dès qu'il y aura Harry Potter, avec Marion, nos week-ends vont être consacrés à marcher dans Paris. Naotech va fermer. Ouais, Naotech va fermer. Ah, t'es un fan de Harry Potter, toi ? Ah, moi non, Marion oui. Moi non, j'aime bien Harry Potter, mais c'est ça. Je suis plus génération Seigneur des Anneaux que Harry Potter, moi. C'est Marion oui, et comme j'ai pas trop le choix, pas de personnalité, comme j'ai pas de personnalité pour imposer mes propres goûts. Ça c'est facile à dire. Oh les mecs, oh là 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 là. Non, en plus j'aimais bien nos balades Pokémon, c'était chouette. Je suis sûr que c'est très très appréciable, même quand on n'aime pas Pokémon.
Et moi qui passe toute la journée assis à mon bureau, je pense que je devrais en prendre exemple sur ça plutôt. Dans ta campagne, C'est Patrick, ça. il y aura un Pokémon tous les 100 km. Vous vous souvenez de Duplex, l'intelligence artificielle qui était hyper réaliste et qui appelait au téléphone des boutiques pour leur faire des réservations pour le compte d'un utilisateur? Eh ben, il continue à évoluer, ça avait fait un gros scandale, et il continue à évoluer, et il continue à développer le truc, mais avec des commerces qui ont accepté de recevoir les appels de Duplex. Donc, visiblement, le truc est en train d'être corrigé, et ils prennent la bonne approche, on l'espère, mais dans tous les cas, ça continue à être développé. Donc, ça n'a pas été mis au débarras. ProtonMail a été victime d'une DDoS, d'une attaque de déni de service, et c'est intéressant parce que, je ne sais pas si tu as suivi ça, Corben, toi qui aimes bien ce type d'outils. En fait, il y a eu une première attaque, et puis, je ne sais plus qui c'est, Bart Butler, c'est l'un des responsables de ProtonMail, qui a été insulté les gens qui avaient fait l'attaque, et du coup, il s'est repris une série d'attaques dans la figure, et ProtonMail est retombé, c'est ça ? Alors ça, j'ai pas t'as vu pas suivi, d'accord. le retour de flamme, mais j'ai vu que c'était soi-disant la plus grosse attaque DDoS jamais enregistrée, quoi. Enfin, si c'est avéré, enfin si ce qui a été annoncé en termes de gigabits seconde est réel, c'est la plus grosse apparemment. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Après, c'est à vérifier. Et le pire, mais j'ai vu ça il y a quelques jours. Le pire, c'est qu'effectivement, on a eu c'est contre Apophis Squad. Apophis Squad. C'est Bart Butler qui a dit We're back, you clowns. On est de retour, bande de clowns. Et du coup, Apophis Squad, c'est le truc à ne pas faire. Hein. Ah ouais, carrément. Apophis Squad s'est énervé. Ils ont répondu, ouais, la prochaine fois vous nous appellerez pas des clowns. Voilà, ouais, bon, on déconne, on vous aime bien. Où est-ce qu'on vous aime vraiment? Et après, ils ont mis un ultimatum. Genre, il faut que Bart Butler soit viré dans les 12 heures, sinon on continue nos attaques. Et bon, ils ont continué pendant un moment. Alors, là, ProtonMail est de retour, ça a l'air de fonctionner, donc j'imagine qu'ils ont pas continué l'attaque pendant trop longtemps. Là, c'était il y a quelques jours, cette menace. Mais c'est pas pour vous déprimer, mais dans quel monde on vit où un tweet peut provoquer l'ire d'une bande de clowns qui va te massacrer ton site pendant plusieurs jours, ton site, ton business, ton service, juste avec quelques... C'est hyper facile de créer ce genre d'attaque DDoS. Donc, y a pas besoin d'être très compétent, très malin. N'importe quel clown peut faire une attaque DDoS, c'est sûr. Donc, et après, voilà, c'est juste la quantité. Donc, plus tu mets d'argent sur la table. Mais après, ça peut pas non plus durer des siècles. C'est-à-dire que ça coûte de l'argent en temps réel. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc bon, il y a pas de. Enfin, c'est vraiment des histoires d'ego et de conneries. Mais après, là où c'est marrant, c'est que je pense que donc ProtonMail a dû aller voir une solution de sécu. Donc ça doit être, je crois, de ce que je dis, c'est Radware. Non, c'est Radware qui a fourni des solutions anti-DDoS. Donc ça a dû se faire un peu dans l'urgence, mais Radware a dû leur dire bon bah c'est bon les gars, on a géré le truc. Maintenant votre service il est bon, donc à mon avis chez ProtonMail ils ont dû se dire bon c'est bon, on a une sécurité, on peut y aller. D'où le bande de clowns parce que le mec pensait être protégé, mais en fait l'attaque il suffit de plus elle est importante. Un peu, voilà, elle est massive ou elle est, comme tu dis, elle change un peu de. Faut la remitiger là, comme on dit, c'est-à-dire faut la répartir, pouvoir la gérer. Ouais. Mais le temps que ça se fasse, bah oui, il y a forcément un moment où ton site va être indispo, donc c'est un jeu sans fin et voilà. Mais en soi, ça sert à rien. Enfin, c'est complètement con de faire ça, surtout sur des services comme ProtonMail qui sont quand même des bons services, des choses comme ça, où il n'y a pas de côté, on va dire politique et de côté dérangeant en fait à ProtonMail, quoi. ProtonMail, pour ceux qui savent pas, c'est un service de mail comparable à Gmail un petit peu qui favorise la sécurité de ses utilisateurs.
Donc, disons que ça fait mal à leur image quand même. Non, enfin, je pense pas parce que les gens qui utilisent ProtonMail sont quand même des gens qui ont ce besoin là de sécurité et qui savent, qui s'y connaissent un petit peu plus que la moyenne, quoi. On va dire, les gens créent des boîtes Gmail sans se poser de questions. Celui qui se crée une boîte ProtonMail, c'est qu'il s'est posé 2-3 questions avant. Donc il a conscience, les gens ont conscience que une attaque de ce genre, c'est pas de bol, c'est pas c'est pas un défaut. Pas une mise en défaut de ProtonMail qui sait pas gérer ses serveurs, qui a laissé fuiter des mots de passe ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas de bol, quoi. Mais par contre, effectivement, Patrick, tu dis dans quel monde on vit. Bah oui, c'est le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, Twitter, il faut faire quand même super gaffe à ce que tu dis quand tu es une entreprise et de déclencher. Tu vois, c'est là où on revient sur réfléchir une journée avant de tweeter. Ouais. C'est que c'est pas un endroit où il faut laisser tes nerfs parler. Faut garder au maximum la tête froide. Et je sais à quel point c'est pas facile. C'est dur, ouais. C'est super dur et parfois moi le nombre de fois où j'avais un bon mot ou un jeu de mots et je me suis retenu en me disant fais gaffe, le sors pas. Ouais. Mais du coup c'est un endroit dangereux, Twitter. c'est le Far West. Ouais. Oui, donc voilà pour ce dernier sujet. On va quand même en faire un tout dernier. C'est un truc que j'ai vu chez Corben, justement, sur son blog de grande qualité. On parlait la semaine dernière des débatteurs de l'intelligence artificielle qui fait des débats et qui va venir manger encore plus de nos métiers. Et ben, figurez-vous que les robots également sont sur le chemin de la guerre pour remplacer tous les êtres humains partout. Et le dernier en date, c'est un robot cascadeur de Disney qui a été présenté. Il y a une courte vidéo que tu as mis en lien sur ton site, Corben. C'est vraiment... Bon, alors, cascadeur, entendons-nous, il est sur un... Merde, comment ça s'appelle Un trapèze. Un trapèze, voilà, merci. Donc il est sur un trapèze, et il se balance, et puis il fait des figures avant de retomber dans un filet. Donc c'est pas non plus... Ça, ouais. Non, mais c'est moi j'ai trouvé ça plutôt cool parce qu'en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que j'ai regardé la vidéo avant de lire quoi que ce soit en fait. Et j'ai cru que c'était un vrai humain en fait, parce que j'ai pas vu j'ai vu un gif animé en fait, j'ai vu un gif animé donc une partie de la vidéo, donc pas toute l'intro où on voit les essais du robot qui se plante, etc. Ouais, qui était d'abord une sorte de balai avec des axes et ouais. Voilà, donc j'ai juste vu ce mec, moi je pensais que c'était un mec, voilà, qui fait du trapèze et qui décolle dans le ciel, mais alors à une vitesse de ouf, super haut, qui prend sa petite pause à la sauce Iron Man et qui après tombe dans un filet. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Donc après effectivement en regardant la vidéo, mais c'est ce qui est surprenant, c'est à quel point ça colle sur les mouvements humains en tout cas, mais il y a pas de notion d'intelligence. Ouais, c'est ça, il y a pas de notion d'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, je pense, mais c'est vraiment comme tu dis, très naturel, et je pense que ça laisse présager des bonnes attractions, que ce soit chez Disney ou ailleurs, parce que là quand on pense à Disney, on pense The World is Small là avec tous les petits bonhommes, et puis Small World, et puis la Pirates des Caraïbes. It's a small world after... Mais on l'a collé dans la tête de tout le monde. et puis Pirates. Ouais, et puis Pirates des Caraïbes, où justement c'est toujours des vieux animatroniques qui font des mouvements répétitifs, qui crient toujours les mêmes choses, ce genre de trucs. Et voilà, et là ce que ça laisse présager, on va dire, c'est des spectacles qui vont être plutôt encore plus vraiment spectaculaire, avec que des robots qui vont pouvoir faire des choses que les humains. Mais si c'est un robot, Corben, est-ce que c'est vraiment impressionnant si c'est un robot qui fait le truc? Je pense qu'ils seront peut-être pas visibles, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que ça sera sur des parties, tu vois, des trucs en fond. C'est-à-dire que par exemple, imagine une bataille avec des mecs en costume d'époque en train de se fighter en épée, ok. Tu vas les voir et ça sera des vrais humains. Et puis peut-être que dans le lot, t'auras un ou deux robots derrière qui vont se balancer d'un main à un autre. Tu vas pas faire gaffe parce que dans le feu de l'action, tu vas croire que c'est aussi des humains, mais ils vont faire des trucs de ouf. Ouais. Et ça va rentrer dans le cadre, tu vois, ça va être mélangé avec le reste. Je pense que c'est comme ça. Tu sais, Disney a quand même une longue tradition des automates, enfin Pirates des Caraïbes, machin et tout ça, ça existait déjà.
Tout dépend de la mise en scène. Je veux dire, oui, bien sûr qu'on peut s'émouvoir d'un cascadeur quand on sait que c'est un humain et que là, on va pas ressentir la même peur parce qu'on sait que c'est une machine. Mais tout dépend ce qu'il fait et dans le cadre où il le fait. Et on peut s'émerveiller quand même de l'agilité d'un robot. Bon, après, on ne peut s'empêcher d'être triste pour Colt Silver qui va rester dans sa baignoire de l'homme qui tombe à pic et ne plus avoir de travail. Non, mais tu vois, par exemple, tu prends une attraction Disney là, avec Star Wars où tu as R2D2 qui est un robot, donc, mais qui fait pas grand chose à part tourner la tête et parler. Mais. Westworld. On y arrive, vous êtes en train de décrire ça en fait. Mais je comprends rien à la saison 2. Je l'ai pas vu encore. Mais le problème, c'est que je m'endors à des courts laps de temps et du coup, j'y comprends encore plus rien. Rien n'est réel, tout est... Bon, bref. Mais ceci dit, ce que je dirais effectivement en conclusion par rapport à ma remarque un petit peu rétrograde de « est-ce que c'est marrant si c'est un robot ?» Ça fait quand même des années qu'on regarde des films avec des images de synthèse et c'est pas pour ça que c'est pas impressionnant de voir les images de synthèse, justement. Donc, si vous avez été ému par Gollum, vous êtes prêt pour le monde du futur. Gollum. Tu dis je sais pas Gollum, comment toi on prononce. C'est Gollum. Gollum. Oui. Ouais, donc voilà, vous êtes prêts pour Westworld. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, mais évidemment, avant de se séparer, on va prendre le temps de vous demander où on peut vous retrouver, à part dans le nouveau studio de Jérôme, tout suant et collé l'un contre l'autre. C'est vrai que là, il commence à faire chaud. On va être content de mettre le ventilo en route. Jérôme, où on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech et tous les matins sur Nowtech Live pour une matinale qui, pour l'instant, s'appelle Techscope. Je dis bien pour l'instant, teaser. Wow. Et moi, vous pouvez me retrouver donc sur mon blog corben.info et sur, je vais faire un peu la promo de mon Instagram dont le pseudo c'est corben00. Voilà. Parfait, c'est un excellent nom, je t'en félicite. Merci. Merci à vous deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.fr et surtout venir commenter si on a dit des choses intéressantes ou des choses stupides et que vous voulez nous corriger. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Comme je le disais, c'est le business model le plus sain du monde, le plus sain de la Terre. Donc si vous appréciez l'émission, peut-être pensez à donner le prix d'un café, le prix d'une bière pour les épisodes. Vous pouvez choisir combien vous donnez, combien de temps vous donnez, pour combien d'épisodes par mois vous donnez. Donc, si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu... Je suis sûr qu'il y a un petit malin qui va envoyer du café un jour. Écoute, je prends, pourquoi pas, moi je prends tout. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font, comme toujours, patreon.com/rdvtech. C'est grâce à vous que cette émission existe. N'hésitez pas non plus à retweeter les petites capsules qui passent des petits extraits de l'émission. Ça peut aider d'autres personnes à découvrir le podcast. Vous savez que le problème des podcasts, c'est que c'est très très difficile à faire découvrir aux gens en fait. Contrairement aux vidéos sur YouTube ou aux blogs vers lesquels on peut lier sur les réseaux sociaux, etc. Un podcast, quand on lit vers un truc sur les réseaux sociaux, les podcasts c'est long, donc les gens écoutent pas forcément tout le truc. Donc vous pouvez en parler à vos amis ou partager les petites capsules qu'on fait qui donnent des petits extraits des émissions. Ça peut être sympa également. Voilà, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. C'est tout pour cet épisode. On vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour un épisode à venir. Ciao à tous. Bye bye. Salut tout le monde.